l'avenue Frochot. Rien que le nom, ça sonne déjà un peu désuet, tu vois, comme un vieux parfum oublié au fond d'un tiroir. J'avais toujours fantasmé sur ce quartier, le 9e, avec ses façades haussmanniennes, ses théâtres, ses petites rues pavées qui sentent le café et les croissants chauds le matin. Quand j'ai vu cette annonce pour un appart sur Frochot, j'ai pas hésité. Le loyer était, disons, une aubaine, surtout pour le quartier. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais l'enthousiasme a pris le dessus. L'immeuble, c'était exactement ce que j'imaginais. Une de ces bâtisses un peu sombres, avec une porte cochère massive en fer forgé qui craquait en s'ouvrant. Le hall d'entrée sentait le cirage et la poussière ancienne. Un mélange bizarrement réconfortant. Mon appart était au 2e étage. Pas immense, mais avec de hauts plafonds, des moulures un peu abîmées par le temps et une grande fenêtre qui donnait sur la rue. Le genre de truc qui te fait te sentir un peu artiste, même si tu passes tes journées devant un écran. Les premiers jours, c'était l'euphorie. Déballer les cartons, trouver une place pour chaque truc, imaginer comment j'allais décorer. L'appartement était baigné de cette lumière parisienne typique, celle qui rend tout un peu plus doux, un peu plus beau. J'avais l'impression d'être dans un film. Je me voyais déjà recevoir des amis, organiser des dîners, profiter de la vie parisienne dans mon petit cocon. Mais bon, l'euphorie, ça dure jamais très longtemps, surtout à Paris. J'ai commencé à remarquer des trucs, des détails qui, pris isolément, ne veulent rien dire, mais qui, mis bout à bout, commençaient à me foutre un peu mal à l'aise. Déjà, il y avait cette sensation constante d'être observé. Le genre de frisson dans le dos qui te fait te retourner d'un coup, pour rien. Je mettais ça sur le compte du stress de l'emménagement, de la fatigue. Et puis, il y avait ce bruit, une sorte de grattement léger, régulier, qui venait des murs. Ça ne ressemblait pas à des voisins bruyants, ni à des souris. C'était plus discret, presque mécanique. Ça se produisait surtout la nuit, quand tout était silencieux. Au début, j'ai pensé à des canalisations, à la vieille plomberie de l'immeuble, et ça avait une constance qui me perturbait. Comme si quelque chose grattait doucement, méthodiquement, derrière le papier peint décollé dans le coin de ma chambre. Un soir, en cherchant une prise pour ma lampe, j'ai bougé une vieille commode qui traînait dans un coin de la pièce. Elle était coincée contre le mur, comme si elle n'avait pas bougé depuis des décennies. En la tirant, j'ai entendu un bruit sourd et un petit objet est tombé par terre. C'était une petite boîte en bois, noircie par le temps, sans aucune inscription. Elle était étonnamment lourde. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle semblait scellée. Pas de serrure visible, rien. Juste une fente très fine sur le dessus. J'ai secoué la boîte et j'ai entendu un léger tintement à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose de petit et de dur qui se baladait. J'ai posé la boîte sur ma table de chevet, intriguée. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Un vieux jouet? Un bijou oublié? L'idée que quelqu'un ait pu cacher ça là, derrière un meuble, m'a donné un petit frisson. Le lendemain, j'ai croisé mon voisin du dessus dans l'escalier. Un type âgé, avec des yeux bleus très vifs et un sourire qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. Il portait un peignoir en soie délavé, même en pleine journée.
Il m'a salué d'un signe de tête et a murmuré quelque chose d'inintelligible. Je lui ai souri et j'ai répondu « Bonjour ». Il m'a regardé avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. « Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, sa voix râpeuse. « Oui, ça fait quelques jours », j'ai répondu, essayant de paraître décontractée. Il a souri, un sourire un peu trop large. « Bienvenue à Frochot. C'est un immeuble plein d'histoires. » Il a marqué une pause, ses yeux balayant l'escalier, comme s'il cherchait quelque chose. Certaines histoires sont plus silencieuses que d'autres. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il a continué son chemin, montant les escaliers avec une agilité surprenante pour son âge. Son commentaire m'est resté en travers de la gorge, plus silencieuse que d'autres. Qu'est-ce que ça signifiait? Les jours suivants, le grattement dans les murs s'est intensifié. J'avais l'impression qu'il se rapprochait, qu'il était juste derrière le papier peint, à quelques centimètres de moi. Je passais des nuits blanches, le cœur battant la chamade, à écouter ce bruit sourd et répétitif. J'ai essayé de me raisonner. C'était un vieil immeuble. Il y avait forcément des bruits bizarres. Mais cette boîte en bois, le regard de mon voisin, tout ça commençait à former une atmosphère lourde, presque palpable. Un après-midi, alors que je cherchais un tournevis pour essayer d'ouvrir la boîte, j'ai trouvé, coincé entre deux lames du parquet près de la commode, un petit bout de tissu. C'était un morceau de dentelle ancienne, d'un blanc jauni, très fine. En le touchant, j'ai senti une sorte de froid étrange, comme si le tissu avait été conservé dans la glace. Il y avait aussi une odeur très faible, presque imperceptible, une odeur de lavande fanée, mélangée à quelque chose de métallique, comme du sang séché. J'ai refermé ma main sur le morceau de dentelle. Un haut-le-cœur me montant à la gorge. Ce n'était plus seulement des bruits étranges ou un voisin louche. C'était une ambiance, une sensation qui s'infiltrait en moi, me rappelant que ce charme suranné de l'immeuble cachait peut-être quelque chose de bien plus sombre. Et cette boîte, cette dentelle, j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur une plaie ancienne et que cette plaie commençait à s'infecter. L'histoire de Frochot, je commençais à la sentir, pas dans les livres ou dans les récits, mais directement dans ma peau, et ça ne sentait pas la rose. C'est là que ça a vraiment commencé à devenir glauque. La nuit, j'ai toujours été du genre à bien dormir, même dans un environnement nouveau. Mais là, impossible. D'abord, c'était subtil. Des grincements qui n'avaient rien à voir avec le bois qui travaille. Des craquements qui semblaient venir de l'intérieur des murs, comme si quelque chose se tortillait doucement. Et puis, les chuchotements. Au début, je me disais que c'était le vent, les voisins, les canalisations, l'excuse du vieil immeuble, tu vois le délire. Paris, c'est plein de vieilles pierres. Ça respire, ça vit, ça fait du bruit. Sauf que là, c'était différent. C'était comme des voix étouffées, des murmures si bas que je ne pouvais pas distinguer de mots. Mais l'intonation, elle était chargée de quelque chose de lourd, de triste. Ça me donnait la chair de poule, mais je me forçais à ignorer. C'est ton imagination, Anna, je me répétais. Tu es fatiguée, tu te fais des films. Et puis, il y avait ces pas, légers, discrets, mais distincts. Dans le couloir,
juste devant ma porte. Parfois, je me réveillais en sursaut, persuadée que quelqu'un était là, juste à l'extérieur. Je restais figée, le cœur battant la chamade, à écouter. Rien, le silence. Mais je savais ce que j'avais entendu. C'était pas le bruit d'une personne vivante qui se déplace normalement. C'était hésitant, comme si quelqu'un avançait à pas de loup, en retenant son souffle. J'ai commencé à avoir du mal à m'endormir. Je restais éveillée, à guetter le moindre bruit, à scruter les ombres qui dansaient sur mes murs. La fatigue s'accumulait, et avec elle, une anxiété sourde. L'appartement, que j'avais trouvé si charmant, commençait à me paraître oppressant. L'air était lourd, comme chargé d'une humidité invisible. Parfois, je croyais sentir une odeur faible, un mélange de poussière ancienne et de quelque chose de floral, mais fané, une odeur de vieux parfum oublié. Je me suis dit qu'il fallait que je me change les idées, que je reprenne le contrôle. J'ai décidé de faire des recherches sur l'immeuble. J'ai passé des après-midi à la bibliothèque, à éplucher les archives municipales, les registres anciens. Je voulais connaître l'histoire de cette bâtisse, de cette avenue Frochot. J'ai trouvé des articles de journaux jaunis, des microfilms poussiéreux, et puis je suis tombée dessus. Un petit article datant de la fin du XIXe siècle. Un fait divers sordide, noyé parmi des annonces de spectacles et des faits politiques. Tragique affaire dans le 9e arrondissement, titrait-il en gros caractères. L'histoire d'une jeune camériste, une certaine Élise, retrouvée morte dans des circonstances suspectes. Le corps avait été découvert par sa maîtresse, une dame de la haute société. L'assassin n'avait jamais été retrouvé. Les détails étaient flous, mais il y avait cette mention d'une violente dispute quelques heures avant le drame et d'un objet contondant utilisé comme arme. Mon sang s'est glacé. Une camériste, une jeune femme, assassinée dans cet immeuble. Les murmures, les pas, les grattements, tout a pris une autre dimension. Ce n'était plus le fruit de mon imagination. C'était peut-être elle, Élise. Son histoire qui refusait de mourir. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment nouveau. Pas seulement de la peur, mais une sorte de fascination morbide. L'appartement me semblait différent, plus vivant, d'une manière terrifiante. Les bruits de la nuit n'étaient plus de simples désagréments. Ils étaient devenus des indices, des fragments d'une histoire macabre qui se déroulait sous mes yeux, ou plutôt sous mes oreilles. La nuit est tombée sur Paris, et avec elle, les bruits ont repris. Cette fois, je n'ai pas essayé de les ignorer. Je me suis assise dans mon canapé, une tasse de thé tiède entre les mains, et j'ai écouté. Les grincements semblaient plus insistants, comme des plaintes sourdes, les chuchotements. Je pouvais presque distinguer une mélodie triste, un lamento sans fin, et les pas. Ils étaient là, dans le couloir, lents, rythmés. Quelqu'un marchait, et ce n'était pas moi. J'ai fini par me lever, portée par une curiosité qui surpassait ma peur. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, le cœur battant à tout rompre. J'ai posé ma main sur la poignée, glacée. J'ai tendu l'oreille. Les pas s'étaient arrêtés juste devant ma porte. Un silence pesant, et puis un souffle léger,
chaud contre le bois de la porte. J'ai reculé d'un bond, le souffle coupé. Je suis retournée me réfugier dans le salon, les lumières allumées à fond. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur la porte, attendant le moindre signe. Mais il n'y a plus eu que le silence. Un silence plein de menaces. Un silence qui disait que quelque chose était là, juste à côté, attendant son heure. Le lendemain matin, j'étais épuisée, mais lucide. Je ne pouvais plus nier ce qui se passait. J'avais emménagé dans un endroit hanté. J'avais entendu parler d'Élise, la camériste assassinée, et je sentais sa présence. Elle n'était pas agressive, pas encore. C'était une présence empreinte de tristesse, de désespoir, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. L'horreur ne s'était pas manifestée par un sursaut soudain, par une apparition terrifiante. Elle s'était insinuée, insidieusement, comme une maladie, par les bruits, par les odeurs, par cette sensation diffuse d'une présence invisible. C'était une horreur plus intime, plus psychologique. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. L'histoire d'Élise ne demandait qu'à être racontée. Et moi, j'étais devenue malgré moi sa nouvelle confidente, ou sa prochaine victime. L'idée me donnait des frissons dans le dos, mais je ne pouvais plus faire demi-tour. J'étais prise au piège de cette maison, de son passé sanglant. Les draps me collaient à la peau, moite, comme si j'avais couru un marathon dans mon sommeil. Mais non, j'avais juste revécu ce truc. Encore, le même cauchemar, avec des variations de plus en plus précises, de plus en plus crues. Cette fois, c'était le son, un grattement. Pas le grattement d'un chat derrière le mur, non. Un grattement d'ongles sur du bois, lent, désespéré. Et puis, une plainte étouffée, un murmure qui semblait venir de l'intérieur même des plâtres. J'ouvrais les yeux en sursaut, le cœur battant la chamade contre mes côtes, comme s'il cherchait à s'échapper de cette cage thoracique devenue trop étroite. L'odeur, toujours cette odeur, un mélange de poussière rance, de renfermé et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, de chaud, de mort. Ça me donnait la nausée. J'ai allumé la petite lampe de chevet. Son halo jaune pâle luttant faiblement contre l'obscurité ambiante. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Le silence qui précède l'orage, celui qui te fait tendre l'oreille au moindre craquement, au moindre souffle d'air. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 3h17. Encore 7 heures. C'était toujours entre 3h et 4h du matin que ça devenait le plus intense. Les bruits se faisaient plus nets, moins aléatoires. Les pas devant ma porte, par exemple. Avant, c'était comme si quelqu'un hésitait, traînait les pieds. Maintenant, c'était plus décidé. Un pas lent, puis un autre, comme une ronde. Et le souffle, ce souffle léger, irrégulier, juste de l'autre côté du bois. Parfois, j'avais l'impression d'entendre un mot, une syllabe, mais impossible de le saisir. C'était comme essayer d'attraper de la fumée. Je me suis redressée dans le lit, les jambes qui tremblaient légèrement. Faut que je me calme. C'est le manque de sommeil. C'est l'excitation du nouvel appart. C'est n'importe quoi.
sauf ce que je pense, sauf cette histoire. Mais comment ne pas y penser quand chaque nuit, mon cerveau se mettait à rejouer des scènes dont je ne connaissais même pas les détails, mais qui me glaçaient le sang. Des images fugaces, une main fine, pâle, agrippée à un rideau de dentelle déchiré, des larmes qui ruisselaient sur un visage enfantin, mais marqué par une terreur indicible. Et cette robe, une robe de servante, je crois, noire, simple, mais maculée de... Je ne préférais pas savoir. Je me suis levée, les pieds nus sur le parquet froid. L'appartement semblait respirer autour de moi. Chaque vieux bois, chaque joint de fenêtre semblait avoir sa propre vie, son propre murmure. J'ai marché jusqu'à la cuisine, le bruit de mes pas résonnant étrangement dans le silence. L'odeur était plus forte ici, comme si elle émanait des murs eux-mêmes. J'ai ouvert la fenêtre, l'air frais de la nuit parisienne me fouettant le visage. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Un monde normal, vivant, loin de cette bulle oppressante dans laquelle j'étais enfermée. Mais même de là, j'avais l'impression d'entendre ce grattement, faible mais persistant. J'ai attrapé une bouteille d'eau dans le frigo, l'avalant d'une traite. Il fallait que je me change les idées. Je ne pouvais pas continuer comme ça, à me laisser ronger par cette angoisse. L'idée de me replonger dans le dossier, de lire les témoignages, de chercher des indices, ça me semblait à la fois terrifiant et nécessaire, comme si une partie de moi avait besoin de comprendre ce qui se passait, de mettre un nom sur cette peur qui me serrait la gorge. Je suis retournée dans le salon, m'affalant sur le canapé. J'ai allumé mon ordinateur portable, la lumière de l'écran projetant des ombres dansantes sur les murs. J'ai ouvert le fichier que j'avais commencé à compiler. Avenue Frochot, l'affaire Élise Dubois. Élise, la camériste, morte dans des circonstances troubles en 1928. Noyée dans sa propre chambre, disait le rapport officiel. Mais les rumeurs, elles, parlaient autre chose. De violence, de désespoir, et puis de cette présence, cette chose qui hantait l'immeuble. J'ai fait défiler les premières pages. Les détails sordides de la découverte du corps, l'état de la chambre, les témoignages des autres domestiques, tous plus ou moins évasifs, tous empreints d'une peur palpable. Et puis, j'ai lu le témoignage d'une ancienne locataire, Madame Dubois. Aucun lien de parenté, juste une coïncidence de nom. Elle racontait les bruits, les grattements, les chuchotements, les pas dans le couloir. Exactement ce que je vivais. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas le stress. C'était réel. C'était Élise. Ou ce qu'il en restait. J'ai lu plus loin, les mots défilant sous mes yeux fatigués, les cauchemars des autres locataires, des visions similaires aux miennes, des scènes de violence, une jeune femme en détresse. La description était toujours floue, mais l'émotion était là, palpable, même à travers les mots imprimés. La peur, la douleur, la terreur. C'était comme si Élise cherchait à communiquer, à raconter son histoire à travers les rêves de ceux qui habitaient sa demeure. Et moi, j'étais en plein dedans. Soudain, un bruit, un craquement sec, juste derrière le mur du salon.
J'ai sursauté, mon cœur faisant un bond dans ma poitrine. J'ai levé les yeux, fixant le mur avec une intensité presque douloureuse. Rien, juste le vieux plâtre, fissuré par le temps. Mais j'ai senti cette présence, plus forte que jamais. Une froideur qui n'avait rien à voir avec la température de l'appartement. Une sensation d'être observée, disséquée par un regard invisible. Je me suis levée, une angoisse sourde montant en moi. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, comme si j'allais fuir. Mais où aller ? J'avais choisi cet appartement pour son charme, pour son emplacement. Je ne pouvais pas le quitter à cause de ça. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Et puis, j'ai entendu un léger bruit de tissu froissé, juste à côté de moi. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée. J'ai tourné la tête lentement. Il n'y avait rien. Juste le couloir sombre, bordé par les portes des voisins. Et la sensation était là. Une proximité troublante. Comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi, assez près pour que je sente sa respiration glacée sur ma nuque. J'ai fermé les yeux, essayant de me contrôler. « C'est ton imagination, Anna », me suis-je répété. « Tu es fatiguée. Tu te laisses envahir par cette histoire. » Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu quelque chose. Un mouvement dans le reflet de la vitre de la porte. Une forme sombre, indistincte, qui semblait se tenir juste là, dans le couloir. Une silhouette éphémère qui s'est dissipée aussi vite qu'elle était apparue. J'ai senti mes jambes flageoler. La peur me glaçait jusqu'aux os. Ce n'était plus une histoire que je lisais. C'était une réalité qui s'infiltrait dans la mienne, jour après jour, nuit après nuit. L'horreur n'était plus lointaine. Elle était là, dans mon appartement, dans ma tête, dans mes cauchemars. Elle me regardait et elle attendait. La peur, cette vieille copine, me serrait la gorge. J'ai respiré profondément, essayant de chasser l'odeur âcre de renfermé et de je ne sais quoi, un truc métallique, comme du sang séché. L'appartement était silencieux, un silence lourd, oppressant, celui qui précède souvent l'orage ou le cri. J'ai jeté un œil à mon téléphone. 3h17. Toujours le même créneau, cette heure maudite où les ombres prennent vie et où mon imagination s'emballe. Ou pas, c'est ça le pire. Le tout. Je me suis levée, les muscles raides, le corps ankylosé par l'angoisse. J'ai traîné des pieds jusqu'à la cuisine, allumant la petite lampe qui diffusait une lumière jaune et blafarde. J'avais besoin d'un café, fort, qui me réveille vraiment, qui me ramène sur terre. En attendant que la machine gargouille, j'ai regardé par la fenêtre. L'avenue Frochot, d'habitude si paisible la nuit, semblait figée, presque irréelle. Les réverbères jetaient des halos fantomatiques sur les façades haussmanniennes, leurs ombres s'étirant comme des spectres. Les immeubles se serraient les uns contre les autres, gardant leurs secrets. Et j'avais l'impression que ceux de la maison d'en face, celles qui me donnaient cette impression d'être observée, étaient les plus sombres. J'ai tenté de me raisonner. C'est le stress, le déménagement, la solitude. C'est cette histoire que j'ai déterrée, qui s'est greffée sur mes propres angoisses. Mais le grattement, ce bruit sec, persistant, qui venait de nulle part et de partout à la fois.
impossible de l'ignorer. Et cette odeur. Le lendemain, le soleil était là, brillant, presque insultant. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Pas en enquêtrice amateur, non. Juste en voisine. En humaine qui a besoin de comprendre. J'ai enfilé une tenue correcte, histoire de ne pas passer pour une folle qui sort en pyjama pour interroger les gens. Premier arrêt, l'appartement d'à côté. Madame Dubois. Une dame âgée, toujours tirée à 4 épingles, le regard vif derrière ses lunettes fines. Elle était sur son paillasson, en train d'arroser ses géraniums. « Bonjour, Madame Dubois. » Elle a sursauté, puis m'a adressé un sourire un peu forcé. « Oh, bonjour, ma petite. Vous allez bien ? » ?»« Oui, merci. Je voulais juste... Vous savez, je suis nouvelle ici, et je me demandais si vous n'aviez jamais entendu des bruits étranges la nuit, des choses inhabituelles. » Son sourire s'est figé. Ses yeux ont esquissé un mouvement rapide vers la porte de l'immeuble, puis sont revenus se fixer sur moi, mais avec une sorte de distance. Des bruits étranges ? Ici ? Mais non, ma petite. C'est un quartier très calme. Peut-être des livraisons tardives ? Ou des travaux ? Sa voix était lisse, trop lisse. Elle évitait mon regard comme si le sujet la mettait mal à l'aise. J'ai insisté, doucement. Non, pas des travaux. Plutôt des grattements, des choses comme ça. Et parfois, une odeur. Elle a posé son arrosoir avec une hâte mal dissimulée. Oh, vous savez, les vieilles bâtisses, ça vit, ça grince, ça craque. Et les odeurs, avec les canalisations anciennes, il ne faut pas s'en formaliser. Ce sont des histoires de bonnes femmes, tout ça. Ne vous inquiétez pas, des histoires de bonnes femmes. Super. Elle a vite trouvé une excuse pour rentrer, prétextant un rendez-vous chez le médecin. J'ai senti le mur se refermer. Pas d'aide ici. Juste une gêne palpable et une volonté de balayer mes questions sous le tapis. J'ai tenté le monsieur du 3e, monsieur Martin, un type plutôt jovial qui passait son temps à discuter avec tout le monde dans le hall. Je l'ai croisé en rentrant chez moi. « Monsieur Martin, vous avez une minute ?» Il m'a regardé avec son grand sourire. « Bien sûr, ma chère. Qu'est-ce qui vous amène ? Un problème avec le chauffage ? » Non, rien de tout ça. C'est juste que je me demandais si vous aviez déjà remarqué des choses bizarres la nuit dans l'immeuble. Des bruits, Son sourire s'est un peu estompé. Il a haussé les épaules. Bizarre ? Non, rien de transcendant. On entend le métro parfois. Ça fait vibrer les murs, les voisins qui font la fête. Mais ça, c'est partout pareil. Pourquoi ? Vous entendez des fantômes ? Il a ri, mais c'était un rire un peu nerveux. Non, pas des fantômes. Plutôt des grattements, comme si quelqu'un essayait d'entrer quelque part. Et une odeur. Il a arrêté de rire. Son regard s'est fait plus fuyant. Ah, les grattements. Oui, ça m'est arrivé une fois ou deux. Je me suis dit que c'était des rats dans les murs. Ça arrive dans les vieilles maisons. Et l'odeur. Peut-être un problème de poubelle dans la cour. Il ne semblait pas convaincu lui-même. Il a rapidement changé de sujet, me parlant de la météo, du prix du pain, de tout et de rien, mais pas de ça. Encore une porte qui se ferme. Ils entendaient quelque chose, c'est sûr, mais ils préféraient faire semblant de ne rien entendre, ne pas y penser, comme si le simple fait de le reconnaître
allait les plonger dans le même cauchemar que moi. J'ai commencé à désespérer. Qui allait bien pouvoir me dire quelque chose? C'est alors que j'ai pensé à Monsieur Moreau, le vieux monsieur du rez-de-chaussée. Il vivait là depuis des lustres, presque reclus. On le croisait rarement. Il avait l'air un peu déconnecté. Les gens disaient qu'il avait perdu sa femme il y a longtemps et qu'il ne s'en était jamais remis. Peut-être que lui, il saurait. Peut-être qu'il n'avait plus peur de rien. J'ai frappé à sa porte. Un grincement lent, puis le bruit de chaîne que l'on retire. La porte s'est entr'ouverte, révélant un homme voûté, le visage parcheminé, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Il portait un vieux peignoir en pilou, taché. Une odeur de tabac froid et de quelque chose de plus âcre, de poussiéreux, flottait dans l'air. Oui, sa voix était rauque, comme un râle. « Monsieur Moreau, c'est Anna, votre voisine du 5e. Je voulais vous parler. » Il m'a regardé sans me voir vraiment, puis a ouvert la porte un peu plus. « Entrez, ne restez pas dans le couloir. » L'intérieur était sombre, encombré de meubles anciens, recouverts de draps blancs, comme des fantômes figés dans le temps. Des piles de journaux jaunis s'entassaient dans les coins. L'odeur était plus forte ici, un mélange écœurant de renfermé, de tabac et d'une senteur indéfinissable, un peu sucrée, un peu pourrie. « Je vous dérange ?» ai-je demandé, mal à l'aise. « Vous êtes la première à oser frapper depuis longtemps. » Il s'est assis lourdement dans un fauteuil élimé. « Qu'est-ce qui vous amène, jeune fille? Vous avez peur ?» Sa question m'a désarçonnée. Un peu, oui. J'entends des choses la nuit, des bruits étranges, et je me sens observée, surtout quand je regarde vers la maison d'en face. Il a souri, un sourire édenté qui a creusé davantage ses rides. La maison d'en face? Oui, elle a une drôle d'histoire. Vous ne savez pas? J'ai entendu des rumeurs. Un meurtre, non? Il y a longtemps. Un meurtre, oui. Une jeune femme, une camériste. On disait qu'elle avait volé son maître, ou qu'elle savait trop de choses. Il a toussé. Un bruit humide et profond. On l'a retrouvée dans sa chambre. Pas de sang, juste étranglée, comme si une main invisible l'avait serrée. Mon estomac s'est retourné. C'était ça. C'était l'histoire que je sentais, que je respirais. Et depuis, a continué Moreau, son regard perdu dans le vide. Depuis, la maison ne dort plus jamais vraiment. Les murs ont des oreilles, dit-on. Et parfois, ils parlent. Ou ils pleurent. Vous entendez des choses, vous aussi? Il a hoché la tête lentement. Le vent, parfois, il gémit comme une femme. Et la nuit, quand tout est silencieux, on entend des pas légers, rapides, comme quelqu'un qui court ou qui cherche quelque chose. Et parfois, des grattements sur les murs, comme des ongles qui s'y accrochent. Mon sang s'est glacé. C'était exactement ce que j'entendais. Et l'odeur, ai-je murmuré, presque incapable de prononcer le mot. Moreau a fermé les yeux. L'odeur, c'est le souvenir. L'odeur de la peur qui reste imprégnée. Ou peut-être autre chose. Quelque chose qui ne part jamais. Il a ouvert les yeux
et pour la première fois, j'ai vu une lueur de lucidité terrifiante dans son regard. Ils disent que c'est elle, la camériste, qu'elle n'a jamais quitté les lieux, qu'elle cherche son bourreau ou qu'elle attend. Il s'est tu, le souffle court. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Elle attend quoi? Il a secoué la tête. Personne ne sait. Mais quand les bruits commencent, c'est qu'elle est là et qu'elle n'est pas seule. Pas seule. Il y a d'autres choses dans cette maison, des choses plus anciennes, des choses qui se nourrissent de la souffrance. Il a tourné la tête vers moi, son regard intense. Vous avez vu des choses? Vous avez senti cette odeur qui vous prend à la gorge? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Alors elle vous a vu aussi. Elle vous a senti. Elle sait que vous êtes là et que vous savez. Il s'est penché en avant, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Ne regardez pas trop longtemps la maison d'en face, jeune fille. Les fenêtres, ce sont des yeux. Et parfois, ce qu'elle vous renvoie n'est pas votre propre reflet. Il s'est effondré dans son fauteuil, le souffle haletant. J'ai compris que j'avais atteint ma limite. J'ai trouvé une excuse bidon pour partir, le cœur tambourinant contre mes côtes. En sortant de son appartement, l'air du couloir m'a paru soudainement plus pur, moins chargé. Mais la peur, elle, était bien là, installée confortablement en moi. Les voisins ne voulaient rien savoir, mais le vieux Moreau, lui, il savait, et ce qu'il savait était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Les grattements, les pas, l'odeur, ce n'était pas mon imagination, c'était un écho du passé. Un écho qui résonnait encore et qui semblait vouloir s'inviter dans ma propre vie. Et le pire, c'est que j'avais l'impression qu'il y était déjà. La porte de Madame Dubois s'ouvrit sur un nuage de naphtaline et de lavande séchée. La vieille dame, drapée dans un gilet de tricot aux couleurs criardes, me dévisageait avec une curiosité à peine voilée. Ses yeux, deux billes bleues un peu voilées par l'âge, semblaient scanner mon âme autant que mon visage fatigué. Mademoiselle Anna, n'est-ce pas? Vous voilà bien matinale. Sa voix était râpeuse, comme du papier de verre frotté sur du bois sec. Bonjour, Madame Dubois. J'ai réussi à articuler, un sourire forcé aux lèvres. Désolée de vous déranger si tôt. J'espérais pouvoir discuter un instant avec vous. Elle m'a fait signe d'entrer, ses mouvements lents et calculés. L'appartement sentait le renfermer. Un mélange entêtant de poussière, de vieux meubles et d'encens bon marché. Des bibelots en porcelaine, des statuettes de saints et des photos jaunies tapissaient chaque surface disponible. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté, figé dans une époque révolue. Asseyez-vous, ma chère. Un petit thé? Non, merci, Madame Dubois. Je voulais vous parler de... J'ai hésité. Comment aborder le sujet sans passer pour une folle? De l'histoire de la maison. Vous savez, ces bruits étranges la nuit, cette odeur, son visage s'est fermé. Ma curiosité a laissé place à une sorte de lassitude résignée. Elle s'est assise en face de moi, ses mains ridées se serrant sur son gilet. Ah, ça, elle a soupiré. Vous entendez des choses, vous aussi? Des grattements, des pleurs? J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. Oui, et une odeur, un peu comme du métal rouillé, et quelque chose de
pourrie. Madame Dubois a baissé les yeux. C'est elle. C'est le fantôme de la camériste. Le mot « fantôme » m'a glacé le sang. J'avais beau me préparer à entendre des choses étranges, le dire à voix haute, venant d'une voisine qui semblait vivre là depuis toujours, ça avait un poids différent. La camériste? Vous voulez dire l'histoire du meurtre? Elle a levé les yeux vers moi et il y avait une lueur intense dans son regard. Pas juste une histoire, mademoiselle, une tragédie. Elle s'appelait Élise, une jeune fille innocente venue de la campagne pour travailler dans cette grande maison. Et elle a été sauvagement assassinée. Elle a marqué une pause, comme pour laisser les mots s'imprégner. On dit que c'était son amant, un homme riche et marié. Il l'a étranglée dans sa chambre, ici même, avenue Frochot. Puis il a fait disparaître le corps. Jamais retrouvé. L'air s'est épaissi. L'odeur de naphtaline semblait se mêler à celle que j'avais sentie la nuit dernière. Une odeur de mort ancienne. Et depuis, elle n'a jamais trouvé le repos, a continué Madame Dubois, sa voix baissant d'un ton. Elle erre dans les couloirs. Elle cherche son meurtrier. Elle cherche justice. Parfois, on la voit. Une silhouette fine, vêtue de noir, les cheveux longs et sombres. Elle a l'air si triste. Une silhouette, des ombres qui bougent, des objets qui bougent seuls. C'était exactement ce que j'avais commencé à expérimenter. Les manifestations devenaient plus tangibles, plus réelles. Je voyais des formes dans le coin de l'œil, des déplacements furtifs quand je ne regardais pas directement. L'autre nuit, mon livre était tombé de la table de chevet sans que je le touche. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue, du stress. Mais maintenant, vous l'avez vu? Ai-je demandé, la gorge sèche. Madame Dubois a hoché la tête lentement. Il y a bien longtemps, j'étais jeune à l'époque. J'ai vu une forme passer dans le couloir. Une ombre, mais plus dense, plus présente. Elle ne faisait pas de bruit, juste une présence glaciale. Et l'odeur, cette odeur de cuivre et de terre humide. Le cuivre, le sang. J'ai eu un haut le cœur. L'horreur n'était plus une vague appréhension, une peur diffuse née de l'inconnu. Elle prenait forme. Elle se matérialisait sous mes yeux, dans les récits de cette vieille dame, dans mes propres expériences. Et les bruits, les grattements, c'est elle qui cherche. Elle gratte aux portes, aux murs. Elle essaie de communiquer. Ou alors, c'est sa détresse qui s'exprime. Elle a été tellement malheureuse, mademoiselle. Une fin atroce. Je me suis levée, incapable de rester assise plus longtemps. L'appartement de Madame Dubois, avec ses bibelots figés dans le temps, me semblait soudain oppressant. J'avais besoin d'air. Merci, Madame Dubois, pour votre temps. Faites attention, mademoiselle. Cette maison a une mémoire. Et parfois, elle se souvient trop fort. Je suis sortie dans la rue. Le soleil de Paris, pourtant si doux, ne parvenant pas à dissiper le froid qui m'avait envahi. Avenue Frochot. Ce nom résonnait différemment maintenant. Ce n'était plus une adresse charmante et cossue. C'était un lieu de drame, un lieu hanté. De retour dans mon appartement, l'air semblait encore plus lourd. J'ai traversé le salon et c'est là que je l'ai vue. Ou plutôt
que j'ai cru la voir. Dans le miroir ancien qui trônait au-dessus de la cheminée, une forme sombre a semblé se tenir derrière moi, une silhouette élancée, une chevelure noire qui tombait sur les épaules. J'ai tourné la tête brusquement. Rien, juste mon reflet pâle, mes yeux écarquillés par la terreur, mais l'impression était là, une présence. J'ai senti un courant d'air froid me traverser. Malgré les fenêtres fermées, l'odeur, elle était de retour, discrète, subtile, mais indéniable. Un mélange de moisi et de quelque chose de métallique, comme une vieille pièce de monnaie oubliée dans un tiroir humide. Je me suis réfugiée dans la cuisine, ouvrant le robinet d'eau froide pour me rincer le visage. Mes mains tremblaient. J'ai regardé autour de moi. Les objets semblaient étrangement posés. Le couteau à pain était légèrement décalé sur le plan de travail. La tasse à café que j'avais laissée sur le bord était maintenant au centre. Des détails infimes, mais qui, dans mon état actuel, prenaient une ampleur monstrueuse. C'était elle, c'était Élise. Elle était là, dans mon appartement. La peur initiale s'était muée en une terreur viscérale. Ce n'était plus une histoire effrayante racontée par des voisins excentriques. C'était une réalité palpable, une horreur qui s'insinuait dans mon quotidien. Je sentais sa présence comme une pression constante, une ombre qui me suivait dans chaque pièce. Parfois, j'entendais un léger froissement de tissu, comme une robe ancienne qui traîne sur le parquet. D'autres fois, un souffle léger, si près que j'en avais les poils qui se hérissaient sur les bras. J'ai essayé de me raisonner. C'était le stress, la fatigue, le déménagement. Je me racontais ça en boucle, mais les faits étaient là. Les objets qui bougeaient, les ombres fugaces, cette odeur persistante et la vision dans le miroir. Ce n'était plus une imagination débordante, c'était une apparition. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, adossée au placard frais. Je ne pouvais plus nier. La camériste assassinée n'était pas juste un fantôme dans les murs de cette vieille bâtisse. Elle était là, dans mon espace, partageant mon air, mon silence. Et le plus terrifiant, c'était que je sentais sa tristesse. Une tristesse profonde, poignante, qui semblait imprégner les murs, le mobilier, jusqu'à moi. J'ai fermé les yeux, essayant de retrouver une parcelle de calme. Mais le silence n'était jamais complet. Il était toujours traversé par ces petits bruits imperceptibles, ces craquements qui n'étaient pas ceux du bois vieilli, ces froissements qui n'étaient pas le vent. Et puis, j'ai senti un froid glacial me parcourir l'échine. J'ai ouvert les yeux. Devant moi, à quelques mètres, dans le couloir qui menait à ma chambre, une forme indistincte semblait se tenir. Une silhouette sombre, presque transparente, mais indéniablement présente. Elle ne bougeait pas. Elle se contentait d'être là, dans l'ombre. Et dans cette immobilité, il y avait une détresse indicible. La peur a laissé place à une horreur pure, glaciale. Elle était là, visible. Et elle ne semblait pas vouloir partir. Je déglutis difficilement, le goût âcre de l'angoisse dans la gorge. La phrase de Madame Dubois, « C'est le fantôme de la camériste », résonnait dans le petit salon poussiéreux comme un coup de gong funèbre. J'avais voulu en savoir plus. J'avais posé la question.
Et voilà la réponse. Une réponse qui me glaçait le sang plus que le courant d'air qui semblait s'infiltrer partout dans cet immeuble de vieilles pierres. Vous êtes sûr ? Ma voix était un murmure rauque, à peine audible par-dessus le tic-tac incessant de la pendule sur la cheminée. Elle ressemblait à une vieille dame édentée, le cadran fatigué. Mais elle continuait de compter les secondes, imperturbable face à l'étrangeté ambiante. Madame Dubois hocha la tête, ses yeux voilés par des années de larmes et d'encens. « Oh oui, ma petite, oh oui, ça fait des années que ça dure. D'abord, ce n'était que des bruits, des grattements dans les murs, comme des rats, mais plus insistants. Et puis, cette odeur, ce mélange de moisi et de quelque chose de métallique, comme du sang séché. » Elle fit une pause, le regard perdu dans le vide, comme si elle revivait chaque détail. On disait que c'était la plomberie, les vieilles canalisations, mais quand on a commencé à la voir, vous l'avez vue, vous aussi ? La question m'échappa, trop vite, trop forte. J'avais l'impression d'être piégée dans un film d'horreur. Mais c'était mon appartement, ma vie. Parfois, surtout la nuit, une ombre dans le couloir, près de la porte de la cave. Ou alors, je l'entends pleurer, des sanglots étouffés qui viennent de nulle part et de partout à la fois. Elle se frotta les bras, comme si le froid la saisissait à son tour. On dit qu'elle est morte ici, dans l'immeuble, il y a longtemps. Une camériste, mal aimée, maltraitée. Elle s'est défenestrée. Ou on l'a jetée. Les versions changent. Mais elle n'a jamais trouvé la paix. L'odeur de renfermé, le moisi, le métallique. Tout prenait un sens soudain, terrifiant. Ce n'était pas juste mon imagination qui me jouait des tours. Ce n'était pas le stress, la fatigue. Quelque chose d'ancien et de tragique hantait les murs de cet immeuble. Et cette chose, elle semblait s'intéresser à moi. Et ces bruits que j'entends dans mon appartement, des grattements, ma voix tremblait. C'est elle, ma petite. Elle cherche quelque chose. Ou quelqu'un. Peut-être qu'elle veut qu'on sache ce qui lui est arrivé. Ou peut-être, elle baissa la voix, un souffle à peine audible. Peut-être qu'elle cherche à se venger. La phrase me frappa comme une gifle. Se venger. Mais de qui ? De moi ? Je n'avais rien à voir avec une histoire du 19e siècle. J'étais juste une locataire, une étudiante qui essayait de survivre dans ce Paris cher et parfois oppressant. Pourtant, depuis que j'avais emménagé, ces phénomènes s'étaient intensifiés. C'était comme si, en franchissant le seuil de cet immeuble, j'avais franchi celui d'un autre monde. Je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Madame Dubois haussa les épaules. Un geste lent et résigné. Peut-être que tu es sensible. Ou peut-être que c'est juste le hasard. Cet immeuble a une longue histoire, tu sais. Des gens ont vécu, aimé, souffert et sont morts ici. Les murs gardent tout en mémoire. Et parfois, cette mémoire se manifeste. Elle se leva avec peine, se dirigeant vers une étagère croulant sous le poids de bibelots en porcelaine et de statuettes de saints. Elle en prit une, un petit ange aux ailes ébréchées. « Tiens, pour te protéger, ça aide parfois. » Je pris l'objet froid dans ma main. Il était léger, mais la sensation de son poids dans ma paume
était étrangement réconfortante. Une protection dérisoire contre une menace invisible. Mais c'était tout ce que j'avais. Merci, Madame Dubois. Vraiment. Fais attention, ma petite. Ne reste pas seule la nuit. Et si tu entends des choses, ne réponds pas. Ne montre pas que tu as peur. Elle se nourrit de ça. Je hochai la tête, la gorge serrée. Sortir de chez Madame Dubois fut comme quitter une bulle de protection précaire pour replonger dans l'air lourd et chargé de l'avenue Frochot. La nuit tombait, drapant les façades haussmanniennes d'une lumière bleutée et fantomatique. Chaque ombre semblait se mouvoir. Chaque craquement de la rue prenait une signification sinistre. En rentrant dans mon appartement, je sentis immédiatement le froid. Pas le froid de l'hiver parisien, mais un froid surnaturel qui venait de l'intérieur. L'odeur était là aussi, subtile mais indéniable. Un mélange de poussière ancienne et de quelque chose d'organique, de pourri. J'avais l'impression que les murs respiraient, que le plancher sous mes pieds était humide de larmes invisibles. Je fermai la porte à double tour, puis vérifiai une deuxième fois. Je tirai les rideaux, comme si cela pouvait m'isoler du monde extérieur, et surtout de ce qui rôdait à l'intérieur. La paranoïa s'installait, insidieuse. Chaque bruit me faisait sursauter. Le vent dans la cheminée, un souffle, le frigo qui se mettait en marche, un grognement, les voisins du dessus qui faisaient du bruit, des pas lourds, traînants. J'essayais de me raisonner. C'était absurde. Je vivais dans un immeuble ancien. Il y avait des bruits normaux. L'odeur était probablement due à un problème de canalisation, comme le disait Madame Dubois au début. Mais la vision de cette silhouette dans le couloir, non, ça, je ne pouvais pas l'ignorer. Et la confirmation de Madame Dubois, ses propres expériences, tout cela venait nourrir mes peurs les plus profondes. Je me réfugiais dans ma chambre, la seule pièce où je me sentais encore un peu en sécurité. Je m'assis sur le lit, les genoux ramenés contre ma poitrine, essayant de contrôler ma respiration. J'avais l'impression d'être observée. Les murs semblaient se rapprocher, le plafond s'abaissait. L'appartement, autrefois mon refuge, devenait une cage. Je sortis mon téléphone, cherchant désespérément une distraction, une connexion avec le monde réel. Je scrollais sur les réseaux sociaux, mais les images, les vidéos, tout me paraissait lointain, irréel. Ma propre vie avait pris une tournure cauchemardesque. Je pensais à appeler mes amis, ma famille, mais qu'aurais-je dit ? Salut, je crois que mon appartement est hanté par le fantôme d'une camériste qui s'est suicidée il y a 100 ans. On m'aurait interné. J'avais déjà du mal à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Les grattements reprirent. Cette fois, ils venaient de l'intérieur de mon armoire. Lents, réguliers, comme des ongles raclant le bois. Mon cœur battait à tout rompre. Je me levais d'un bond, mon corps tendu comme un arc. Je fixais l'armoire, la peur me paralysant. Devais-je ouvrir ? Devais-je ignorer ? Madame Dubois avait dit de ne pas montrer qu'on avait peur. Je m'approchais lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. L'odeur était plus forte ici, une puanteur âcre de moisie et de mort. J'attrapais la poignée de l'armoire, ma main tremblant. Je pris une profonde inspiration,
et j'ouvris la porte d'un coup sec. Vide. L'armoire était vide. Juste quelques cintres vides et le fond en bois, maculé de quelques taches sombres que je n'avais jamais remarquées auparavant. Des taches qui ressemblaient étrangement à... Je refermai la porte, le souffle court. C'était un jeu cruel. Elle voulait me faire peur, me rendre folle. L'horreur n'était plus seulement dans les apparitions, les sons. Elle était maintenant dans ma tête, dans ma perception déformée de la réalité. J'étais prise au piège, dans cet immeuble maudit, et la seule sortie semblait être la folie. Je m'écroulais sur le sol, les larmes coulant enfin. J'étais épuisée, physiquement, mentalement. L'isolement me rongeait. Personne ne me croyait, ou du moins, personne ne pouvait m'aider. J'étais seule face à cette présence indicible, face à cette histoire tragique qui semblait s'acharner sur moi. Les taux se resserraient et je sentais que je commençais à perdre pied. L'avenue Frochot, avec son charme parisien trompeur, était devenue ma prison, et la camériste, mon geôlier fantomatique. Le froid n'était plus seulement dans l'air, il s'était logé sous ma peau, dans mes os. Cette odeur, ce mélange de renfermé, de poussière, et ce relent métallique subtil, presque imperceptible au début, mais qui s'intensifiait à chaque nuit passée ici. Ce n'était pas juste la vieille bâtisse qui se décomposait, c'était autre chose. Madame Dubois avait parlé d'une camériste, une histoire ancienne, une mort brutale. J'avais imaginé un accident, une chute stupide, un malheur. Mais là, dans le silence oppressant de mon appartement, avec le poids de cette révélation sur mes épaules, tout prenait une autre dimension. Le métallique, le sang, l'odeur âcre du sang séché, même après des décennies. Ça me donnait la nausée. Une nausée qui montait de mes entrailles pour me serrer la gorge. Et les grattements, ces grattements discrets contre les murs, comme des ongles cherchant une issue. Je les avais mis sur le compte des rats, des canalisations anciennes. Mais si c'était elle, si elle était là, tapie dans les recoins sombres, cherchant à raconter son histoire, j'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer, de faire le tri dans le chaos de mes pensées. Les visions, ces flashs fugaces qui me hantaient depuis mon arrivée dans cet immeuble. Une silhouette voilée, des mains tremblantes, un visage déformé par la peur. J'avais cru que c'était le stress, l'imagination débordante d'une citadine perdue dans le cliché du Paris ancien. Mais si c'était elle qui me montrait des fragments de son passé, des bribes de ce qui s'était réellement passé dans cette maison sur l'avenue Frochot. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient comme des feuilles mortes. J'ai marché vers la fenêtre, celle d'où je voyais les toits grisâtres de Paris, celle qui donnait sur une cour intérieure si sombre qu'elle semblait aspirer la lumière. C'était là le point de bascule. La camériste. L'histoire disait qu'elle était tombée d'une fenêtre. Laquelle? Et pourquoi? J'ai repensé aux conversations entendues dans l'immeuble, aux murmures des voisins, aux bribes d'histoires racontées à mi-voix. Un accident, oui, mais il y avait toujours ce « mais », une certaine réticence dans les voix, une gêne palpable, comme si personne n'avait jamais vraiment cru à la version officielle.
Et moi, j'étais en train de la découvrir, cette vérité cachée, par bribes, par sensation, la trahison. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas. Un crime passionnel, c'était la piste la plus évidente, la plus humaine et donc la plus terrible. Dans ces vieux immeubles parisiens, les histoires d'amour interdites, de jalousie féroce, de drames intimes, ça courait les murs. Et si cette camériste, cette jeune femme maltraitée, avait été au cœur d'une de ces histoires, une maîtresse clandestine, une rivale, ou pire, une victime d'une passion dévorante, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai imaginé la scène, la nuit, le silence, une dispute, des mots qui fusent, lourds de reproches, de colère, de désespoir, des cris étouffés, puis le bruit sourd, pas celui d'une chute accidentelle, un bruit plus délibéré, un coup, un objet, et ensuite le silence. Un silence lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été fait. Et le mobile, l'argent, la jalousie, une grossesse cachée, le chantage. Dans ces milieux aisés, les secrets pouvaient coûter cher, très cher. J'ai fermé les yeux et cette fois, les visions étaient plus claires, plus violentes. Pas des images nettes, mais des sensations. Le contact froid d'une étoffe précieuse contre ma peau, l'odeur capiteuse d'un parfum lourd, un éclat de voix aigu, furieux. Et puis, cette sensation de vide, de chute. Mais ce n'était pas juste la chute. L'odeur métallique, le sang, ça ne correspondait pas à une simple chute, pas à une mort accidentelle. Il y avait eu violence, une violence physique, avant même la chute, une lutte, des coups. Le corps de cette jeune femme avait dû être marqué, meurtri. Et le sang, il n'avait pas coulé seulement sur le pavé de la cour. Il avait coulé avant. J'ai senti mes mains se serrer en poing. L'horreur morale. C'était ça. Pas seulement une mort tragique, mais une mort causée par la cruauté humaine, par une lâcheté abjecte. Une de ces histoires où la victime est doublement punie. Une première fois par son bourreau, une seconde fois par le silence et l'oubli qui s'ensuivent. Les habitants de cet immeuble, en racontant des histoires de fantômes, en entendant ces bruits étranges, ils ne faisaient que perpétuer, à leur insu, le souvenir de cette violence. Ils étaient les témoins involontaires d'une injustice jamais réparée. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Les phénomènes que je vivais n'étaient plus de simples manifestations surnaturelles. C'était le cri d'une âme torturée, le résumé sensoriel d'un drame sordide. L'odeur, les bruits, les visions, tout convergeait vers une seule et même vérité. Un crime passionnel, une trahison sanglante, une vengeance qui, même après la mort, continuait de hanter les lieux. Je pensais à cette camériste, à sa vie brisée, à sa mort. Elle n'avait pas juste sauté, elle avait été poussée. Ou pire, elle avait été frappée, blessée. Et sa chute n'avait été que la conclusion brutale d'une agonie. L'horreur n'était pas seulement dans le surnaturel.
Elle était ancrée dans la réalité la plus crue de la nature humaine. La cruauté, la violence, la possessivité, ces choses qui poussent les gens à commettre l'irréparable et à essayer de le cacher ensuite. J'ai regardé autour de moi. Dans mon petit salon poussiéreux, l'appartement n'était plus seulement un refuge. C'était devenu un lieu de mémoire, un théâtre où se rejouaient les fantômes du passé. Et j'étais là, seule, à devoir déchiffrer les indices laissés par une victime, à devoir comprendre la nature exacte de sa souffrance. Le souffle court, j'ai essayé de visualiser le visage de la camériste. Les visions étaient floues, mais je sentais une présence, une tristesse infinie, une colère sourde. Elle n'était pas agressive, pas vindicative dans le sens d'une envie de vengeance physique. Sa présence était une plainte, une dénonciation silencieuse. Elle voulait que l'on sache la vérité sur sa mort, sur celui ou celle qui lui avait ôté la vie, et surtout, pourquoi. C'était ça le mobile, pas une simple querelle, une affaire de cœur qui avait mal tourné, d'une manière particulièrement cruelle. L'amant jaloux, la maîtresse éconduite, ou un mari qui avait découvert une liaison. Dans ces vieilles demeures bourgeoises, les secrets étaient légion et les passions souvent dévastatrices. La camériste, par sa position, par sa vulnérabilité, avait dû être prise au piège d'une de ces drames. Sa mort n'était pas un accident, c'était un meurtre motivé par des sentiments humains les plus sombres, la trahison, la peur d'être découvert, la rage de perdre le contrôle. Et maintenant, le fantôme de cette femme, marqué par la violence et le mensonge, hantait les lieux, pas pour effrayer les vivants, mais pour crier sa vérité. Les bruits, les odeurs, les apparitions, c'étaient ses messages, des fragments de son agonie, des indices semés pour que quelqu'un, un jour, puisse comprendre. Et ce quelqu'un, c'était moi. J'étais en train de déterrer une histoire sordide, une histoire de meurtre, de passion et de trahison, enfouie sous des années de silence et de déni. L'horreur n'était pas seulement surnaturelle, elle était profondément humaine. Et c'était ça, le plus terrifiant. Je me suis levée, les jambes flageolantes comme des spaghettis trop cuits. L'odeur, cette odeur de cuivre froid et de poussière humide, s'épaississait, s'agrippait à ma gorge. J'ai titubé vers la fenêtre. Le vieux parquet qui craquait sous mes pieds, comme pour me désapprouver. La cour intérieure était une plaie béante dans la nuit parisienne. Un trou noir où même les rares lumières des appartements voisins peinaient à percer. La camériste. Tombée. Une chute mortelle, avait dit Madame Dubois, le regard perdu dans le vague. Une chute, ou peut-être pas. L'histoire était floue, pleine de ces blancs que les gens préfèrent laisser vides plutôt que de regarder ce qui s'y cache. Mais moi, je n'avais plus le choix. Les grattements derrière le mur, le souffle froid sur ma nuque, cette sensation d'être observée par des yeux invisibles. C'était son histoire qui me hantait. Ou plutôt, c'était elle qui me hantait. J'ai collé mon front contre la vitre glacée. La condensation a formé un petit nuage éphémère devant mes yeux. La cour, c'était laquelle, la fenêtre? La sienne? Celle d'où elle avait été précipitée, ou celle depuis laquelle il avait regardé?
la question tournait en boucle dans ma tête. Une rengaine macabre. J'ai fermé les yeux, essayant de visualiser. L'appartement était immense, avec des hauteurs sous plafond qui devaient donner le vertige. Des couloirs sombres, des portes qui claquent au vent, des recoins où l'on pouvait facilement disparaître. Soudain, un bruit. Pas le craquement habituel du bois, pas le murmure du vent dans les vieilles pierres, un son distinct, un raclement, comme des ongles sur du plâtre. Ça venait de l'intérieur, de ma chambre, je crois. Mon sang s'est glacé. J'ai reculé lentement de la fenêtre, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Chaque fibre de mon corps criait de fuir, de courir dehors, de ne plus jamais revenir. Mais une force étrange, une sorte de fascination morbide me clouait sur place. J'ai tendu l'oreille. Le raclement s'est intensifié, devenu plus frénétique. Et puis, un sanglot. Un sanglot étouffé, plein de désespoir. C'était le son le plus triste que j'ai jamais entendu. Un son qui déchirait le silence avec une violence inouïe. J'ai compris. Ce n'était pas juste des bruits. Ce n'était pas juste des visions. C'était elle, la camériste. Elle était là. J'ai fait demi-tour, me dirigeant vers ma chambre d'un pas qui se voulait ferme, mais qui trahissait ma terreur. La porte était entr'ouverte. J'ai hésité, la main crispée sur la poignée. L'odeur était plus forte ici, presque insupportable. Elle sentait la mort, la peur et quelque chose d'autre, une sorte de regret métallique, comme le goût du sang dans la bouche. J'ai poussé la porte doucement. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais une faible lumière lunaire filtrait à travers les rideaux tirés, dessinant des formes fantomatiques sur le sol. Le grattement avait cessé. Le silence était lourd, oppressant. Et puis, je l'ai vue. Elle était là, accroupie dans le coin le plus sombre de la pièce, près de l'armoire ancienne que je n'avais jamais osé ouvrir. Sa silhouette était floue, translucide, comme une ombre faite de fumée. Elle portait une robe sombre, passée, qui semblait faite de lambeaux de nuit. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, cachant une partie de son visage, mais je pouvais sentir son regard sur moi. Un regard plein de douleur, de colère refoulée. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. J'étais pétrifiée. C'était réel. Pas une hallucination due au stress ou à la fatigue. C'était une présence, une entité, l'esprit tourmenté d'une jeune femme morte dans des circonstances horribles. Elle a levé la tête lentement et j'ai vu son visage, ou plutôt ce qu'il en restait. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, tirée sur ses os. Ses yeux étaient deux creux sombres, sans vie, mais d'où émanait une tristesse infinie. Une larme noire a coulé le long de sa joue, se perdant dans les ténèbres. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Juste un murmure de vent glacé qui a parcouru la pièce. J'ai senti une vague de froid intense m'envahir. Un froid qui venait de l'intérieur, comme si mon âme elle-même se congelait. La peur s'est transformée en une panique pure, animale. Soudain, elle s'est levée d'un mouvement fluide, surnaturel. Elle a commencé à avancer vers moi,
pas en marchant, non. Elle glissait sur le sol, ses pieds ne touchant pas le parquet. L'odeur s'est intensifiée, me donnant la nausée. J'ai reculé, heurtant le mur derrière moi. J'étais piégée. Son visage était maintenant plus net. J'ai vu les marques, des bleus violacés autour de son cou, des traces de doigts qui semblaient encore gravées dans sa chair pâle. C'était lui, le meurtrier. Il l'avait étranglé. Il l'avait jeté par la fenêtre, et son esprit restait là, prisonnier de ce lieu, revivant sans cesse l'horreur de sa mort. Elle tendait la main vers moi. Ses doigts étaient longs, fins, et semblaient se transformer en griffes. J'ai senti une pression sur ma gorge, comme si une main invisible commençait à m'étrangler. Ma propre respiration est devenue erratique, sifflante. Les visions sont revenues, plus vives, plus brutales. Je voyais des éclairs de violence, des gestes brusques, un visage haineux. Non, non, je ne pouvais pas mourir ici. Pas comme ça. Pas dans ce cauchemar éveillé. J'ai repensé à ce que Madame Dubois avait dit, à ces légendes sur les esprits qui ne trouvaient pas le repos, sur ceux qui cherchaient à partager leur souffrance. Elle ne voulait pas me faire de mal. Elle voulait qu'on la voie, qu'on comprenne. J'ai forcé ma voix à sortir, rauque, tremblante. Je sais ce qui t'est arrivé. Elle s'est figée. Ses yeux sombres se sont fixés sur moi. Le murmure devant s'est tu. Je sais qu'il t'a fait du mal. J'ai continué. Chaque mot, une lutte contre la peur qui me paralysait. Il t'a prise. Il t'a étranglée. Il t'a jetée. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais je ne savais pas si c'étaient les miennes ou les siennes. Sa main, toujours tendue, a commencé à trembler. La pression sur ma gorge s'est relâchée. J'ai pris une grande inspiration, ma poitrine se soulevant avec difficulté. « Tu n'es pas seule », j'ai murmuré. « Je te vois, je t'entends. » Elle a baissé lentement la main. Son visage s'est adouci, si tant est qu'un visage fantomatique puisse s'adoucir. La tristesse était toujours là, écrasante, mais une lueur, une minuscule étincelle, a semblé apparaître dans ses yeux vides. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Je me suis approchée d'elle, malgré l'instinct de survie qui hurlait de fuir. J'étais à quelques mètres. L'odeur était moins âcre maintenant, plus douce, comme de la poussière dans un grenier oublié. Il est parti, ai-je dit, me concentrant sur l'idée qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Le temps a passé. Tu peux partir. Elle m'a regardé longuement, comme si elle évaluait mes paroles, comme si elle cherchait une vérité qu'elle n'avait pas trouvée depuis des décennies. Un léger sourire, plus un spasme de ses lèvres qu'un véritable sourire, a effleuré son visage pâle. Et puis, elle a commencé à se dissiper. Pas brusquement, mais comme une brume qui se lève au soleil. Sa forme est devenue de plus en plus translucide. Ses contours se sont estompés. J'ai senti le froid quitter la pièce, remplacé par une chaleur tiède et réconfortante. L'odeur a disparu complètement. Elle m'a adressé un dernier regard. Un regard qui semblait contenir toute la gratitude du monde. Et puis, elle n'était plus là. La pièce était vide. Seule la lumière lunaire éclairait le sol, révélant le parquet nu, l'armoire silencieuse. Je suis restée là, tremblante, épuisée. Mon corps entier
était parcouru de spasmes. J'avais vécu l'impensable. J'avais affronté un fantôme. J'avais vu la mort de près, mais j'avais survécu. Et peut-être, juste peut-être, j'avais aidé quelqu'un à trouver la paix. J'ai regardé autour de moi. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus le silence oppressant d'avant. C'était un silence apaisé. J'ai senti une légèreté nouvelle, comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Mais en même temps, une nouvelle angoisse commençait à poindre. Si elle était partie, pourquoi les grattements avaient-ils commencé? Pourquoi cette odeur étrange? Était-ce vraiment elle qui avait été là? Ou était-ce une autre présence, plus ancienne, plus sombre, liée à ce vieux bâtiment? L'histoire de la camériste n'était peut-être qu'une pièce du puzzle, une pièce macabre qui avait ouvert la porte à quelque chose de bien plus sinistre. L'idée m'a donné des frissons. L'horreur n'était peut-être pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Le raclement s'est arrêté. Un silence pesant s'est installé, lourd, épais, comme si l'air lui-même avait été aspiré hors de la pièce. J'ai retenu ma respiration, mes poumons brûlants. Chaque muscle de mon corps était tendu à l'extrême, prêt à bondir, à fuir, à me défendre. Mais où aller? Et contre quoi? Mes yeux balayaient l'obscurité de la chambre, cherchant une forme, une ombre qui aurait pu trahir la source du bruit. Rien. Juste le mobilier familier, figé dans la pénombre. Le froid était toujours là, s'insinuant sous mes vêtements, me glaçant jusqu'à la moelle. Ce n'était pas la température de la pièce, non. C'était un froid intérieur, un froid d'effroi qui me paralysait. J'ai repensé à cette odeur, ce mélange de poussière ancienne, de renfermé et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, presque sucré. Le sang, l'ozone avant l'orage, ou juste la décomposition lente et silencieuse de vieilles choses dans un vieux bâtiment. L'idée que ce bruit, ces manifestations, ne soient pas seulement le fantôme d'une camériste malheureuse, mais quelque chose de plus ancien, de plus fondamentalement dérangé, me donnait la nausée. Le silence s'est prolongé, trop longtemps, trop immobile. J'ai fait un pas en arrière, mes jambes tremblant comme des feuilles mortes. Le plancher a gémi sous mon poids. Un son amplifié dans le calme absolu. J'ai cru que le bruit allait revenir, plus fort, plus agressif. Mais rien, c'était peut-être ça le pire. L'attente, l'incertitude, le doute. Est-ce que j'avais vraiment entendu? Est-ce que mon esprit, déjà fragilisé par le stress et la fatigue, me jouait des tours? L'histoire de cette maison, de cette camériste, elle était tellement ancrée en moi maintenant, tellement réelle. J'ai décidé, il fallait bouger. Rester là, c'était se condamner à devenir une statue de peur. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mes doigts glacés effleurant le métal froid. Chaque millimètre de distance parcourue semblait une éternité. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un tambour fou qui résonnait dans mes oreilles. J'ai ouvert la porte doucement, juste un interstice suffisant pour glisser mon regard dans le couloir. L'obscurité était encore plus dense ici, seulement percée par la faible lumière filtrant des rares luminaires
qui n'avait pas été éteint. L'air était stagnant, chargé d'une odeur encore plus prononcée, celle de la cire ancienne et d'une légère touche de moisi. Le raclement n'est pas revenu. Pas de murmure, pas de gémissement, juste le silence. Et moi, Anna, piégée dans cette architecture de cauchemar, j'ai osé faire un pas dans le couloir, puis un autre. Mes pas résonnaient sur le parquet, chaque son me faisant sursauter. Je me sentais comme un intrus, une proie dans un territoire hostile. Je me dirigeais vers la sortie, vers la lumière du jour, vers la rue. L'idée de fuir était la plus tentante. Juste partir, laisser cette maison, cette histoire derrière moi. Oublier, mais je savais que ce ne serait pas aussi simple. L'horreur, ce genre d'horreur, ça ne s'oublie pas. Ça s'incruste, ça laisse des marques. Arrivé devant la lourde porte d'entrée, j'ai hésité. Tourner la clé, l'ouvrir et sortir. Semblerait-il aussi facile que ça? J'ai posé ma main sur le bois massif. Il était froid, rugueux. Je me suis imaginé la camériste ici, devant cette même porte. Avait-elle eu peur? Avait-elle cherché à fuir? Ou avait-elle été forcée de rester? Une pensée m'a traversé l'esprit, comme une lame glacée. Et si le raclement n'était pas une menace? Et si c'était un appel? Un appel à l'aide ou à la vengeance? Et si, en entendant ce bruit, en ressentant cette présence, j'avais fait quelque chose? Accueilli quelque chose? J'ai retiré ma main de la porte. Non, je ne pouvais pas juste fuir, pas sans comprendre, pas sans savoir. Ce sentiment d'obligation, il était là, tenace, comme si le poids de cette histoire reposait sur mes épaules. Je me suis retournée, mes yeux fixés sur l'intérieur sombre de l'appartement. Les ombres dansaient dans les coins, semblant s'épaissir, prendre des formes fugaces. J'ai senti une présence derrière moi, pas menaçante, juste observatrice. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement de mes mains. Le froid commençait à se dissiper, remplacé par une chaleur étrange, une énergie qui montait en moi. Ce n'était pas de la bravoure, plutôt une sorte de résignation mêlée à une curiosité morbide. J'étais allée trop loin pour faire demi-tour maintenant. J'ai repensé aux récits des autres locataires, les bruits de pas dans le vide, les murmures dans les murs, la sensation d'être observé. Tout ça, c'était réel. Pas seulement des histoires pour faire peur aux touristes. C'était l'écho d'une tragédie, d'une souffrance qui s'était incrustée dans la pierre. Et la camériste, son esprit était-il encore là, prisonnier? Cherchait-il la justice, la paix, ou juste à partager son tourment? Et si le raclement était un signe, une tentative désespérée de communiquer, j'ai décidé de retourner dans la chambre, pas pour me cacher, mais pour faire face, pour écouter, pour essayer de comprendre. J'ai avancé lentement, mes sens en alerte maximale. L'air semblait plus lourd à chaque pas. De retour dans la chambre, j'ai regardé le mur d'où venait le bruit. Il y avait une vieille tapisserie, défraîchie, au motif délavé. Je l'ai effleurée du bout des doigts. Froide, lisse, rien d'anormal. Pourtant, j'étais sûre de ce que j'avais entendu. J'ai fermé les yeux,
J'ai essayé de me mettre à la place de la camériste. La peur, la solitude, la douleur, la chute. Était-ce un accident? Un meurtre? Et si c'était un meurtre, qui et pourquoi? Une image fugace a traversé mon esprit. Une main tendue, un visage tordu par la rage, un cri étouffé. C'était si rapide, si flou, que j'ai douté de sa réalité. Mais la sensation de terreur pure, elle était bien réelle. J'ai rouvert les yeux. Le raclement est revenu, plus faible cette fois, comme un écho lointain. Il venait de derrière la tapisserie. Une partie de moi voulait arracher ce bout de tissu, révéler ce qui se cachait derrière. Une autre partie, la partie la plus rationnelle, me criait de fuir. J'ai choisi la fuite. J'ai reculé doucement, mes yeux toujours fixés sur le mur. J'ai senti le froid revenir, plus intense que jamais. C'était un froid de mort, de désespoir. J'ai tourné les talons et j'ai marché rapidement vers la sortie. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la porte, j'ai franchi le seuil et j'ai claqué la porte derrière moi. J'étais dehors, dans la cour, sous le ciel gris de Paris. L'air frais m'a frappé au visage, chassant un peu de la lourdeur de l'appartement. J'ai couru, sans regarder en arrière, jusqu'à ce que je sois dans la rue, au milieu de la foule indifférente. Mais le froid était toujours là, pas dans mes os, mais dans mon âme. J'avais survécu, j'avais fui, mais une partie de moi était restée là-bas, dans cet appartement sur l'avenue Frochot. Une partie de moi était marquée à jamais par le raclement sur le mur, par l'odeur du sang et de la poussière, par le murmure silencieux d'une histoire inachevée. Je savais que je ne pourrais jamais vraiment oublier. Le cycle était peut-être brisé pour moi, mais l'écho de la camériste, de sa peur, de sa mort, continuerait de résonner. Et parfois, dans le silence de la nuit, j'entendrais encore ce raclement, et je me demanderais si j'avais vraiment fui, ou si j'avais simplement échappé à un destin qui n'était pas encore le mien. L'horreur, elle, avait laissé sa cicatrice. Une cicatrice invisible, mais profonde. Mes doigts ont effleuré le métal froid de la poignée. Un frisson m'a parcouru l'échine, pas seulement à cause de la température, mais de cette sensation de franchir un seuil, de quitter la sécurité relative de ce cauchemar pour affronter quoi, au juste? Le silence pesait, épais, comme si la maison entière retenait son souffle. J'ai tourné lentement, chaque millimètre de rotation un effort surhumain. Le clic du mécanisme a résonné comme un coup de feu dans le vide. J'ai poussé, la porte a grincé. Un son rauque et plaintif qui a fait remonter une vague de nausée. L'odeur qui m'a accueilli était un mélange âcre de poussière vieille de plusieurs décennies, de renfermé et, plus subtilement, de cette odeur métallique, presque sucrée, qui rappelle le sang séché. J'ai plissé les yeux, essayant de discerner quelque chose dans la pénombre du couloir. Rien, juste des ombres dansantes, des recoins sombres qui semblaient avaler la lumière. Mes jambes tremblaient encore, mais la peur avait fait place à une sorte de détermination désespérée. Il fallait sortir de là. Il fallait comprendre, ou du moins essayer.
J'ai fait un pas hors de la chambre, le parquet craquant sous mon poids comme une vieille carcasse. Chaque pas était une torture. Je me sentais comme une souris dans un labyrinthe, traquée par quelque chose d'invisible, d'insaisissable. J'ai avancé dans le couloir, les mains tendues devant moi, effleurant le papier peint décrépit qui se décollait par lambeaux. Il était froid, rugueux, comme une peau malade. J'imaginais les mains de la camériste, autrefois, s'agrippant à ces mêmes murs, cherchant une issue, une aide. Est-ce que le mur gardait une trace de sa terreur, de son sang? J'ai secoué la tête. Non, il ne fallait pas sombrer dans ses pensées. J'ai atteint le bout du couloir, là où une staircase en colimaçon descendait dans les ténèbres. Le vide béant en bas semblait m'appeler, me narguer. L'air y était plus lourd, plus froid encore. J'ai hésité. Descendre, c'était s'enfoncer plus profondément dans le ventre de cette bête endormie. Rester, c'était s'exposer à ce qui pouvait se cacher dans les étages supérieurs. Le bruit. Ce bruit qui m'avait fait flipper à mort. Il avait cessé. Ce silence était presque pire. C'était le silence qui précède l'attaque. J'ai tendu l'oreille, essayant de capter le moindre son. Rien. Pas un souffle. Pas un craquement. Juste le battement frénétique de mon propre cœur contre mes côtes. J'ai décidé de descendre. La décision était prise avant même que je ne la formule dans ma tête. Peut-être qu'il y avait une sortie au rez-de-chaussée. Peut-être que le bruit était lié à quelque chose dans les profondeurs de cette maison. Je me suis agrippée à la rampe, froide et lisse, et j'ai commencé ma descente prudente. Les marches en bois gémissaient sous chaque pas. Un concerto macabre de protestation. L'odeur s'intensifiait à mesure que je descendais. Une odeur de terre humide, de cave oubliée. Et toujours, cette pointe métallique qui me révulsait. Au fur et à mesure que j'approchais du bas, une faible lueur est apparue. Une lumière tremblotante, comme celle d'une bougie. Elle venait d'une pièce ouverte sur le couloir en bas de l'escalier. J'ai ralenti ma descente, me faufilant dans l'ombre, le cœur battant la chamade. Je me suis glissée jusqu'à l'entrée de la pièce, me cachant derrière un pan de mur effondré. C'était une sorte de salon, ou ce qu'il en restait. Des meubles recouverts de draps blancs, des toiles d'araignée épaisses comme du coton, et au milieu, sur une petite table bancale, une unique bougie allumée. Sa flamme projetait des ombres mouvantes sur les murs couverts de moisissures. Et puis, j'ai vu, assise sur un fauteuil défoncé, faisant face à la bougie, il y avait une silhouette. Elle était immobile, drapée dans une robe sombre et démodée. Ses cheveux étaient tirés en chignon, et sa tête était légèrement penchée, comme si elle écoutait quelque chose. Je ne pouvais pas voir son visage dans l'ombre, mais je sentais sa présence. Elle était là, tranquille, attendant. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas la camériste, ou du moins, pas celle que j'imaginais. Il y avait une sorte de permanence dans sa posture, une absence de vie qui était plus profonde qu'un simple fantôme. C'était comme regarder une statue, mais une statue qui dégageait une aura de froid glacial. J'ai retenu mon souffle, priant pour que le parquet ne craque pas sous mes pieds. J'étais pétrifiée. Qu'est-ce que cette femme faisait là, dans cette maison abandonnée?
Et pourquoi cette bougie ? Soudain, la silhouette a bougé. Lentement, très lentement, elle a levé une main. Une main pâle, aux doigts longs et fins. Elle a effleuré la flamme de la bougie, sans se brûler. Un geste d'une douceur presque hypnotique. Et puis, elle a parlé. Sa voix était un murmure rauque, comme le froissement de vieilles feuilles mortes. « Il faut que ça cesse », a-t-elle dit. Pas à moi, à elle-même, semblait-il. Ce bruit, cette présence, elle me dérange. Mon esprit a fait une connexion. Le bruit, ce raclement infernal, elle le dérangeait, elle aussi. Mais qui était elle et qui était ce bruit ? J'ai jeté un coup d'œil furtif autour de moi. Il y avait une autre porte, plus petite, sur le côté de la pièce. Elle semblait mener à une sorte de cave ou de sous-sol. L'odeur de terre était plus forte venant de là. La silhouette a continué de murmurer. Des phrases décousues sur le désordre, sur le silence qu'elle désirait. Elle parlait comme si elle était la propriétaire de cette maison, comme si elle en était le gardien éternel. C'était une vieille dame, je pouvais le deviner maintenant. Une vieille dame figée dans le temps, prisonnière de son propre passé. Et puis, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si le fantôme de la camériste n'était pas le seul résident ? Et si cette vieille dame était là depuis toujours, témoin muet de tous les drames qui s'étaient déroulés entre ces murs, et si elle aussi, à sa manière, était une victime ? J'ai dû me ressaisir. Je ne pouvais pas rester là à observer. J'ai pris une inspiration profonde, essayant de chasser la peur qui me paralysait. Il fallait que je trouve une issue. J'ai glissé vers la petite porte latérale, chaque mouvement calculé. La vieille dame ne semblait pas m'avoir entendu. Absorbée par sa propre complainte, j'ai atteint la porte. Elle était lourde, en bois massif. J'ai posé ma main dessus. L'odeur de terre était encore plus forte ici. J'ai tourné la poignée. Elle était bloquée. Merde. J'ai essayé de la forcer, mais elle ne bougeait pas. J'ai entendu un léger mouvement derrière moi. J'ai tourné la tête. La vieille dame s'était levée. Elle se tenait debout, immobile, me fixant. Je ne pouvais toujours pas voir son visage clairement, mais je sentais son regard sur moi. Un regard vide, mais intense. « Tu ne devrais pas être là », a-t-elle murmuré. Sa voix était un peu plus forte maintenant, mais toujours aussi éthérée. C'est un endroit pour les souvenirs, pas pour les vivants. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fait un pas en arrière, les mains levées en signe de reddition. Je veux juste partir, ai-je bégayé. Elle a fait un pas vers moi. Un pas lent, hésitant, comme si le mouvement lui était étranger. Partir ? Mais personne ne part jamais vraiment d'ici. On reste, on écoute, on attend. Elle s'est approchée de la table où brûlait la bougie. Elle a regardé la flamme, puis elle a tourné la tête vers moi. Et dans la lueur vacillante, j'ai vu son visage. Il était ridé, parcheminé, mais ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque vitreux, et remplis d'une tristesse infinie. Le bruit, a-t-elle dit, sa voix redevenue un murmure. C'est elle, la camériste. Elle est piégée. Elle racle, elle cherche, elle ne trouve pas. J'ai senti une vague de froid me submerger.
ce n'était pas juste un fantôme. C'était une âme torturée, condamnée à revivre son agonie. Et cette vieille dame, était-elle une autre victime? Une âme errante qui avait fini par s'installer dans cette maison, devenant elle-même une partie du décor macabre. « Et toi ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Qui es-tu » Elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis celle qui a tout vu, celle qui a tout entendu. Je suis la maison, et la maison n'oublie jamais. » Elle a tendu la main vers la porte bloquée. « Il n'y a pas de sortie par ici, c'est la cave, là où les secrets sont enterrés. » Elle a regardé la bougie. Le bruit, il vient de là. Il faut qu'il s'arrête. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte de la cave. Elle a posé sa main sur le bois. Et là, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Une faible lueur bleue a émané de ses doigts, enveloppant la poignée. La porte a grincé, puis s'est ouverte sur une obscurité encore plus profonde. Elle ne peut pas trouver la paix tant qu'elle n'a pas été libérée, a dit la vieille dame, sans se retourner. Et moi non plus. J'ai compris. Ce n'était pas un simple fantôme de camériste. C'était une histoire inachevée, un crime non résolu. Et la vieille dame, gardienne silencieuse de cette tragédie, était elle-même prisonnière de ce lieu, hantée par les échos du passé. Le bruit, ce raclement, c'était la camériste, cherchant désespérément quelque chose. La vérité? Une issue? Ou peut-être le corps de son meurtrier? La vieille dame a fait un pas dans l'obscurité de la cave. « Viens » a-t-elle murmuré. « Si tu veux comprendre, si tu veux que ça cesse. » Mon corps entier criait de fuir, de courir aussi loin que possible de cet endroit maudit. Mais une partie de moi, la partie qui avait été témoin de tant de souffrances, ne pouvait pas abandonner. Cette histoire n'était pas terminée. Et peut-être que, par un étrange concours de circonstances, j'étais la seule à pouvoir mettre un terme à cette horreur. J'ai regardé la bougie vacillante, la flamme projetant des ombres dansantes comme des spectres. J'ai regardé la vieille dame, son dos courbé, sa silhouette fantomatique. Et j'ai regardé l'obscurité insondable de la cave, l'héritage de Frochot. Pas seulement une maison, un lieu de souffrance éternelle. Et je sentais, au plus profond de moi, que mon destin était désormais lié à celui de cette camériste anonyme et à celui de la gardienne silencieuse qui avait vécu et était morte dans ces murs. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de terre et de sang séché emplissant mes poumons. J'ai fait un pas vers la porte de la cave. Le bruit avait cessé. Mais je savais que ce n'était qu'une pause. La vraie horreur commençait maintenant.